Henri Saint-Jean, donc je suis militant de gauche unitaire, donc membre du Front de gauche. Et j'ai été invité par des amis du Front populaire pendant les élections. Donc je suis arrivé un peu avant et je suis revenu la veille de la proclamation des résultats. Bon, pourquoi j'étais en Tunisie? Parce que c'est un pays où j'ai vécu pas mal d'années pour mon travail et j'avais noué des liens là-bas. Donc tout naturellement, on va dire ça comme ça, bien que le terme naturel soit bizarre, je suis retourné à cette occasion puisque c'était un moment, à mon avis, important pour la vie politique, pas simplement pour la Tunisie, mais comme exemple pour l'ensemble du processus d'émancipation. Parce qu'un élément là-dessus, j'aime bien la formule là, sur les deux fondamentalismes, parce que pendant que j'y étais, il y a Sophie Bessis, qui est quand même une spécialiste de ces questions-là. C'est d'elle que je qui vient de sortir un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle La double impasse, et qui pose bien cette question-là. Effectivement, au niveau du résultat électoral strict, quand on voit quand même que, à mon grand regret, l'UPL, c'est-à-dire c'est un parti qui a été mis en place par Slimane Riahi, un milliardaire, qui vient là, bon, c'est le tout marché pour lui, puisque même les voix s'achètent, puisque c'est de notoriété publique qu'il a acheté des voix. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens qui se sont fait acheter, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de vivre, par Riahi, par Enala. Donc des gens pouvaient avoir jusqu'à 100 à 200 dinars simplement en disant je voterai pour vous. Donc ça a faussé un peu les affaires. Et effectivement, le débat tel qu'il a été mené a bipolarisé autour de deux questions, qui étaient la question d'un clivage soi-disant religieux, alors qu'en fait la vraie question c'est choix vers le libéral ou pas. Parce que si effectivement on soumet la Tunisie et l'économie tunisienne au libéralisme, je veux dire, le peuple tunisien va encore souffrir. Et là-dessus, que ce soit Nala ou que ce soit Nila Tounes, les deux sont d'accord sur un programme de privatisation à outrance. Donc c'est bien la question principale, le reste étant un artifice pour éviter d'avoir ce débat sur la question. Il faut ajouter, Michel, il faut ajouter le fait que beaucoup de gens ne se sont pas inscrits ou réinscrits. Alors là, l'analyse du phénomène est plus compliquée, puisque on ne sait pas si c'est qu'ils ont volontairement pas voulu aller s'inscrire, ou si pour un certain nombre d'entre eux ou elles pensaient qu'ayant voté en 2011, automatiquement ils allaient se retrouver sur les listes, ou de fait, ceux qui n'avaient jamais été inscrits pensaient qu'ils allaient l'être automatiquement. Donc là, il y a aussi toute une zone de pression et de dysfonctionnement qui, à mon avis, sont volontaires. Parce que ma camarade tunisienne témoignera de ça, l'ISI a été quand même largement en dessous de ce qu'elle aurait dû faire. Ça c'est une réalité, ce qui s'est passé à Marseille en témoigne, mais Marseille n'est qu'un exemple sur l'étranger de ce qui s'est passé. En Italie par exemple, où des gens qui habitaient Milan, on les a obligés après à aller voter à Gênes, etc. Bon, donc là-dessus ça a été totalement voulu. Je pense que c'est militante des droits de l'homme et de la société civile et ex-opposante de Ben Ali pendant 23 ans. Et je suis en exil jusqu'à aujourd'hui. J'étais même victime de l'ancien régime. Je suis de la gauche, effectivement, et je suis la candidate sur Marseille du Front populaire ici. Ce que je veux vraiment dire sur les élections et l'ISI est qu'il y avait, selon notre constatation, une volonté forte de priver des milliers, ou peut-être plus que des milliers, des Tunisiens du vote. C'est une volonté faite, ce que je pense, par l'infiltration de l'ISI de la part de la Nahda, qui voulait priver ces citoyens et citoyennes du vote parce que tout simplement ils sont suspectés d'être des progressistes et démocrates. Le cas de France Sud, par exemple, il était supprimé. Plus que 60 000 électeurs de la liste et des données de l'IRI. Monsieur Nabil Azizi, le responsable, normalement, on doit l'amener à la justice.
Voilà, c'est lui le responsable de cette catastrophe. Par exemple, sur France 2, tous les citoyens suspectés d'être progressistes et d'être contre la NARDA, je veux le dire clair et net, il était supprimé de la base des données. Ils ont les reçus, ils ont été bien inscrits en 2014, d'autres qui ont été inscrits en 2011 et qui ont participé aux élections de 2011 et ils se sont déplacés dans les bureaux de l'IRI avant les élections. Et les responsables de l'IRI, ils ont confirmé à ces citoyens, moi j'étais témoin, ils ont essayé de faire ça avec moi aussi, qu'ils sont bien inscrits puisqu'ils ont participé déjà en 2011, donc ils sont bien inscrits, c'est pas la peine de réinscrire. Donc c'était fait vraiment exprès, c'est sûr. Et ça, il a mené à que la NARDA elle a gagné 2 postes qu'elle ne mérite pas ici au sud de France. Je donne juste les chiffres par rapport aux éléments précédents. Il y a quand même 45,3% du corps électoral qui n'a pas été inscrit sur les listes. Si tu ajoutes à ces 45,3 le nombre d'abstentions qui est à peu près du même ordre, 45% des gens qui n'ont pas voté sur les inscrits, on doit relativiser aussi l'ensemble des résultats. Voilà, je signale ça comme ça me paraît un point important. Sur la question que tu poses, c'est évident que le point d'accord, mais on y reviendra aussi, le point d'accord et qui va faire que une des hypothèses est qu'on ait un gouvernement d'union nationale avec Narda et Nida Tounes, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et parce qu'effectivement, ils sont d'accord sur le fond des choses de l'ouverture aux capitaux étrangers. Et quand je dis étrangers, c'est là où on va voir ce qui peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a différents impérialismes en bagarre. Les différents impérialismes, alors on ne le dit pas trop, mais ce qui se passe à Kobané est tout à fait illustratif de ça. C'est-à-dire il y a un impérialisme avec, on va dire, les pays du Golfe, et de l'autre côté les États-Unis, plus des sous-impérialismes comme la France ou autres, ou des pays qui sont au service des impérialismes sur leur intérêt comme la Turquie. Bon. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi une concurrence entre impérialisme petit ou grand et valet de l'impérialisme, qui rend compliquée la situation. Ce qui fait qu'en Tunisie, par exemple, les désaccords entre Nida Tounes et Nada porteront sur à qui on ouvre le marché. Est-ce que ça sera aux Wahhabites ou est-ce que ça sera à des puissances dites occidentales? Et on nous fera passer ça sur un débat encore de clivage religieux, machin, chose, etc. Alors que derrière, c'est des histoires de capitaux. Voilà. Donc, et d'intérêts financiers. Donc, ça, c'est ce qui risque de se passer. L'espoir que j'ai, autant le citer, c'est que quand même est rentré à l'Assemblée nationale quelqu'un que beaucoup de gens de la région connaissent, puisqu'il est venu souvent à Marseille, c'est Fatih Chouki, qui était responsable de Red Attack Tunisie, avec qui j'ai travaillé beaucoup, et qui est un grand spécialiste de la dette tunisienne. Qu'une voix comme ça entre au Parlement, enfin, toute comparaison n'étant pas raison, imaginons que des militants d'attaque franchissent le pas, notamment leurs économistes, et rentrent à l'Assemblée sur la dette illégitime, ça modifie le débat. Ça modifie le débat. Donc, avec leur force et le groupe quand même de 15 députés qu'ils auront, je pense qu'ils vont mettre ça. C'est 15 ou 16, on ne sait pas. C'est 16. C'est-à-dire c'est à peu près égal. Il y a des contestations. Le dernier chiffre est effectivement 16. Hein. On vérifiera tout à l'heure. Mais comment dire, je l'ai mis dans un article de la Marseillaise, à l'Assemblée nationale, s'il y a un groupe qui n'aura pas la langue de bois et qui n'accompagnera pas les mesures, on va dire, les mesures de régression économique contre le peuple, c'est bien ce groupe-là qui va être avec cette responsabilité. Mais très honnêtement, malgré tout ce qu'on a pu raconter sur l'opposition entre Narda et Nida Tounes, ils sont d'accord sur le fond de vendre le pays. La question, c'est à qui? Il est déjà vendu. Oui, non. Ce qui reste. Voilà, ce qui reste avant. Ils vont vendre ce qui reste. L'élément principal est que je suis membre d'une des organisations fondatrices du Front de Gauche qui s'appelle Gauche Unitaire. On n'en parle pas trop, on n'en parle plus trop parce que c'est un peu compliqué des fois dans le Front de Gauche de comprendre. Ensemble. Voilà. Oui, ensemble est encore autre chose. Bon, donc il se trouve que, ayant vécu en Tunisie, non pas, je ne suis pas né en Tunisie, je suis né, comme dirait quelqu'un, je suis un Tunisien d'origine française. Oui, il y a bien des Français d'origine algérienne, donc il peut y avoir aussi des Tunisiens d'origine française. C'est fait la double nationalité. Non. Bon, donc je suis
disons, c'était pour moi plus facile de rentrer en Tunisie pour les raisons professionnelles, puisque j'y ai travaillé, que j'ai un réseau d'amis tunisiens qui peuvent m'héberger, voilà. Et donc, d'ailleurs, je profite du micro pour remercier l'ensemble des Tunisiens et au-delà du Front Populaire qui m'a accueilli, que j'ai pu rencontrer, parce que s'ils m'entendent là-bas, j'ai passé une dizaine de jours, un peu moins peut-être, qui ont été extrêmement intéressants. Donc j'y étais d'abord parce qu'on avait fait un dossier avec Gauche Unitaire pour que je sois observateur international. Je raconte ça parce que ça rejoindra les problèmes de difficulté, on va dire, sur ces élections. On n'a pas présenté notre deuxième invité. Oui, voilà. Donc il est candidat pour le Front Populaire ici, sur France Sud, donc on va France Sud, voilà. Et qui a donc connu des difficultés. Oui, parce que moi j'y allais donc au titre des observateurs internationaux. J'ai envoyé mon dossier pour donner les dates le 2 octobre en recommandé. J'ai doublé par un mail avec l'ensemble du dossier. Je suis arrivé à Tunis le mardi 21 octobre. Je me suis rendu de suite à l'ISI. Effectivement, mon dossier donc, était sur... Pour expliquer, c'est l'institut qui s'occupe des élections. Absolument, absolument. Et donc, le dossier, il avait, puisque je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il était sur le bureau du monsieur qui m'a reçu, mais qui m'a dit, de toute façon, vous ne pouvez pas observer les élections puisque vous êtes représentant d'un parti politique. Ah bon, première nouvelle. C'est des élections politiques et on ne peut pas observer les élections. Ah bon, mais peut-être, je ne sais pas. Je vais envoyer ça au chef. Et systématiquement, j'ai été tous les jours à l'ISI pour récupérer mon badge d'observateur. Comme j'avais entre-temps, avant de partir plutôt, discuté avec mes amis de la Marseillaise pour avoir une lettre attestant que j'allais faire des reportages, je me suis rendu... en faire une aussi du côté de Radio. Ouais. Bon, ça aurait fait des... Bon. Bref, donc je me suis rendu au centre de presse en expliquant un peu la difficulté. Bon, là j'ai été très bien reçu au centre de presse. Alors parce que peut-être, vu que je suis finalement un peu conservateur, j'avais gardé ma carte de presse de mon époque nicaraguayenne, donc ils m'ont accordé un laissez-passer, et je continue pour le truc d'observateur. J'y ai été tous les jours. Le dernier jour, c'était le samedi, donc avant les élections, le 25. J'y vais à 14 h, on me dit non, revenez dans 1 heure. Je retourne à 15 h, on me dit finalement non, c'est pas prêt, ça sera prêt ce soir à 21 h. Je suis retourné le soir à 21 h. Et il n'y avait toujours rien de prêt. Le chef de bureau qui aurait dû s'occuper de mon dossier, qui avait mon dossier, avait disparu. Je suis tombé sur une jeune dame ou jeune fille, à l'âge que j'ai, j'arrive plus à faire la distinction entre qui et jeune. C'est pas grave. Hein. Bref, et donc j'ai montré ma lettre de la Marseillaise et elle m'a dit, mais en tant que journaliste, si vous voulez, je vous fais une carte de presse, enfin un badge de presse. Donc j'ai eu, parce que moi je lui ai expliqué que j'avais déjà fait des reportages, que je ne voulais pas me promener dans les bureaux de vote sans aucun document. Donc j'ai eu un badge de presse et j'ai pu ainsi me rendre dans les bureaux. Mais pour l'anecdote et pour montrer à quel point, on va dire, les exigences sont en géométrie variable, autant j'ai présenté un dossier, tout ce qu'il y a de plus sérieux, entre guillemets, les papiers qu'il fallait, les tampons et compagnie, pour observateur, autant pour le dernier truc, ma simple lettre de la Marseillaise, sans vérifier mon passeport, m'a permis d'avoir le badge, ce qui est quand même assez surprenant. On va dire c'est un peu à géométrie variable. Il y avait plusieurs types d'observateurs. Combien de types? Bon, alors voilà. Il y avait d'une part, on va dire l'ISI sur proposition, on va dire des instances gouvernementales, a eu une liste de gens, ça c'était, on va dire, ce qu'on va appeler les officiels, présentés par les instances gouvernementales. Mais sachant que dans le gouvernement d'Union nationale, on va dire les plus nombreux, c'était les gens de Nala et les gens de Nida Tounes, les autres petites formations, à mon avis, elles n'ont pas eu beaucoup. Donc les deux forces principales dans les scrutateurs venaient des deux partis que j'ai nommés, parce que de toute façon il y avait une volonté de bipolariser la situation. Ensuite, Nida Tounes, excuse-moi de te demander ça, mais on va y venir. J'imagine, est-ce que c'est tout bêtement et tout simplement la reconstitution du RCD dissous? Bon, je vais revenir. Donc ensuite, il y avait d'autres observateurs nommés notamment par la TIT, qui est une association indépendante, etc., plus des délégations parlementaires étrangères, etc.
Et ensuite, peut-être certains partis ont pu nommer, mais comme ça je reviens à ta question, en partant plutôt par la fin, le résultat des élections. Moi j'ai assisté au dépouillement d'un bureau de vote dans un endroit donc à Bellevue, où j'habite, Louardia. Il y avait 6 bureaux de vote, je suis rentré dans un, c'est celui où il y avait en tout et pour tout, on était 8. Moi compris, c'est-à-dire il y avait le président, 3 scrutateurs, 2 femmes et un homme, et il n'y avait ensuite que 3 représentants de partis, alors qu'il y avait 46 listes. Donc je veux dire, c'est assez surprenant. Ils n'ont pas les moyens. Voilà. Donc les partis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Voilà. Donc sur ta question précise de Nida Tounes. Alors il y a déjà un débat qui a commencé maintenant. Alors je me permets un petit coup polémique, on est un peu là pour ça quand même. Sur 2 choses. Il y a des gens qui nous avaient expliqué, ils se reconnaîtront, que Ennahda, ça allait être ceux qui allaient ouvrir la voie de la démocratie en Tunisie. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Moi, j'étais pas sur cette ligne-là, mais il y en a qui continuent à le raconter. Et alors, on est en train de réécrire l'histoire parce que il y a un chercheur célèbre qui aujourd'hui a écrit une phrase qui dit la résistance à Ben Ali n'a pas payé. C'est-à-dire, en fait, on est en train de réécrire l'histoire en faisant croire que la résistance à Ben Ali, ça a été Ennahda. Non, mais Vincent Gesser, il a l'habitude de raconter de grosses conneries. Voilà. Donc, il faut, je pense qu'on peut avoir le débat, mais la révolution tunisienne, c'est la population tunisienne. C'est la société civile qui s'est mobilisée. Les partis ils ont été dépassés, ils n'ont pas été à l'initiative, etc. Et je veux dire, et quand on met en avant que Nada a été réprimé, politiquement, ils ont été réprimés. Mais moi, ce que j'ai toujours dit pour y avoir vécu, et ça faisait l'objet justement de désaccords, Nada, ils étaient réprimés politiquement peut-être, mais très honnêtement, dans la société, dans la vie civile, dans ce que j'appelle, alors j'aime pas trop employer ce mot, mais j'en ai pas d'autre qui me vient, dans l'islamisation de la société, Ben Ali était à l'avant-garde. Je veux dire, il n'arrêtait pas de faire des concessions là-dessus. Donc il n'y a jamais eu, du point de vue de l'expression religieuse, une répression pour l'interdiction de pouvoir remplir ses obligations religieuses. Ça n'existait pas en Tunisie. Au contraire, même, ça a été au-delà, puisque c'est sous l'époque de Ben Ali que la télévision régulièrement s'arrêtait les émissions pour faire l'appel à la prière, etc. Donc on était loin de cette époque. Bon. Donc réécrire l'histoire aujourd'hui en expliquant que Nada, et ça a été les seuls dans la résistance, Hamami, il a été en prison. 18 ans en prison, il a été. Sa femme, Nadia, qui vient d'être nommée à l'ONU sur la défense des droits de l'homme, elle a, au nom des libertés démocratiques, défendu les gens de Nada. C'est pour ça d'ailleurs que Hama et les camarades du Front Populaire sont respectés, parce que eux ils ont été au combat. Les éléments qui ont amené la révolution de janvier 2011, on met en avant le drame terrible du jeune de Sidi Bouzi. Mais on oublie qu'auparavant, il y avait eu des grèves à Gafsa dans le bassin minier. Et qui était à la tête de ces grèves dans le bassin minier? Adnan Haji. Voilà. Camarade. Un camarade. Bon, donc il y a des gens qui ont tendance encore aujourd'hui à minimiser et le rôle qu'a joué l'opposition, on va dire, la gauche et l'UGTT. La gauche et l'UGTT, et ce que toi tu qualifies de laïque, on reviendra sur ce truc, parce que on est en Tunisie, donc ça peut être un peu compliqué de vouloir s'approprier ce terme. Mais en tout cas, les gens qui respectent la liberté de conscience. Voilà, moi je m'en tiens là, parce que le débat sur laïcité, pas laïcité, me paraît totalement obtus dans ce débat-là. Il y a des gens qui se battent pour une société où on est la liberté, et la liberté de conscience en fait partie, bon, qui étaient dans cette bataille-là. Et ceux-là, on les passe sous silence, comme aujourd'hui on minimise le score qu'ils ont fait, le résultat qu'ils ont fait. Qui se battaient pour avoir un état de droit, quel que soit ce que absolument, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. De victimiser. C'est ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils partagent. Je reviens à Nida Tounes. Oui, il se trouve que Nida Tounes, effectivement, a été lancé à l'initiative d'un, ce qu'on va appeler, c'est pas méchant ce que je vais dire, un classique du bourguibisme qui est Beji Esbi. Qui a eu une carrière ministérielle sous Bourguiba par la suite, etc., qui a été le premier ministre qui a pris la suite après le départ de Ben Ali. Mais dans cette bipolarisation, à tort ou à raison,
pour un certain nombre d'intellectuels, c'est apparu comme pouvant s'opposer à l'islamisation politique de la société. Parce qu'il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait une expression religieuse, une liberté religieuse large, c'est une réalité, et effectivement il y a une majorité de gens qui sont de confession musulmane, ça c'est une réalité, ils ne sont pas réprimés, je le répète, mais il y avait une volonté politique d'instrumentaliser la religion, et là-dessus, un certain nombre d'intellectuels ont pensé que Nida Tounes faisait barrage. Maintenant, moi je l'ai déjà dit sur Facebook, moi j'aimerais franchement, même si on ne me paye pas beaucoup, en tout cas qu'on me dégrève un peu, j'aimerais bien faire une étude aujourd'hui, parce que le débat c'est sur les anciens du RCD qui sont passés à Nida Tounes. J'allais le dire en arabe Kadesh. Combien d'anciens RCDistes sont aussi passés à Nada? Qui est capable de le dire? Moi. Bon. Donc il y a aussi cette réalité-là. Il y a aujourd'hui une recomposition qui se fait. Donc Nida Tounes, ce n'est pas uniquement les anciens classiques, c'est des gens qui de bonne foi, il y a des démocrates qui ont été avec Nida Tounes pour empêcher, on va dire, cette instrumentalisation de la religion dans la société. L'islamisation forcée. Donc vouloir en faire un bloc d'anciens est totalement faux. Bon, d'autant que là, les choses sérieuses ne vont pas commencer tout de suite, parce que, comment dire, si j'appelle les choses sérieuses, c'est l'éruption de la société civile, les luttes sociales, les réponses aux questions économiques. Il se trouve que du point de vue processus, il y a les présidentielles, avec 23, 24 candidats, mais il risque d'avoir... Donc, c'est le 23, dans 3 semaines, ça va vite venir. Ensuite, si personne n'est élu comme président au premier tour, ce qui sera, à mon avis, le cas, sûrement, sauf surprise, il y aura un deuxième tour prévu le 28 décembre. Et ensuite, les tractations... 28 novembre. 28 décembre. Décembre, un mois après. Oui. Donc le nouveau président ne sera élu qu'au tout début de l'année 2015. Et il a 4 mois pour former le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que les tractations ont déjà commencé. Là, il y avait un conclave d'un certain nombre de candidats qui ne peuvent pas se retirer parce que la loi leur interdit de se retirer, mais qui en gros se réunissaient entre eux pour savoir parmi eux, c'est à l'initiative de Nada d'ailleurs, qui a réuni, savoir qui c'est qu'on va mettre pour rééquilibrer. Ils se sont réunis en conclave, j'aime bien le mot, pour faire ça. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas de gouvernement qui va se mettre en place. Il y a aujourd'hui des jeux, des rapports de force qui sont en train de s'établir, et en gros, on commencera à y voir clair. C'est pas forcément le cas, parce que comme tu soulignais le mot conclave, en général, ça finit en fumée. Oui, mais... Donc, rien en termes de gouvernement, pour le moment, ne peut, parce que constitutionnellement, Marzouki, le Tartour de Carthage, elle expliquera ce que c'est le temps. Il ne peut pas constitutionnellement nommer le gouvernement. L'Assemblée, si elle le fait, ça paraît difficile aussi compte tenu de la Constitution. Donc il y a des grandes chances que pendant un moment, encore quelques semaines et même peut-être mois, on ait le même gouvernement de transition dit de technocrates qui continue à gérer les affaires courantes. Voilà. Je crois qu'on va être dans cette espèce de statu quo. Ceci étant, et je termine avec une anecdote, au moins ça égaye les choses quand même, des fois les anecdotes, si elles signifient des choses. C'est que moi j'ai vécu concrètement et physiquement les choses. Très honnêtement, j'ai passé, je connais la Tunisie, je m'y sens bien et tout, mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais quand même un peu inquiet, quelquefois angoissé. Je veux dire, il y a une tension, et la réalité de ce qu'on appelle le terrorisme, c'est pas que dans les journaux, c'est pas que, je veux dire, ce qui s'est passé au Mont Chambi cet été, où justement le jeudi, avant qu'il y ait les élections, ce qui s'est passé dans la banlieue à Oued El Helil, à côté de Tunis, à la Manouba, où des terroristes, entre guillemets, se sont retrouvés encerclés avec des femmes dont on nous a dit au début qu'elles étaient prises en otage, mais qui en fait étaient elles-mêmes des terroristes, et qui le lendemain, pour forcer l'armée, sont sortis, dont une avec un bébé dans ses bras.
Je veux dire, il y avait une tension. Moi, je l'ai vécu physiquement. Le soir même du vendredi, je devais me rendre au meeting des camarades du Front Populaire au Colisée sur l'avenue Bourguiba. La ville était bloquée. Je suis descendu, le taxi ne pouvait pas passer. D'ailleurs, il me faisait remarquer, on trouve des taxis de tous les bords. Lui me disait, tu vois là, tous ces gens qui arrivent dans les cars et tout, hein, ils ont été payés pour venir et les cars ont été payés avec nos sous. Ceci étant, une fois... Pour le Front Populaire? Non, pour Nada. Ah. Pour Nada. Parce qu'il y avait 3000 personnes de Nada qui étaient... 3000 personnes qui étaient dans la rue pour Nada, qui bloquaient la ville. Et au-dessus, il y avait le meeting du Front Populaire. Et donc, moi, il a fallu que je traverse ces 3000 barbus, je vais le dire comme ça, pour aller au meeting du Front Populaire. Donc, j'étais un peu tendu. Et le samedi, c'était un jour férié. Donc, je ne suis pas avec ma famille en Tunisie. Donc, j'étais un peu isolé. J'étais avec mon voisin et tout, c'était bien, mais je me sentais quand même un peu loin de chez moi. Et le dimanche, le jour des élections, alors là aussi, par rapport à nos critères de vision, quand on arrive dans un bureau de vote qui est surveillé par l'armée, ça fait drôle. Non, ça fait drôle, mais en même temps, c'est la garantie de l'exercice démocratique. Je suis obligé de le dire. Oui, je suis obligé de le dire en ces termes-là. Donc, on est pendant 3 jours dans une situation un peu tendue. J'étais comme ça, et malheureusement, le bureau dans lequel j'étais, Nada est arrivé en tête, suivi de près par Nida Tounes, enfin de près, 185, 135, et le Front Populaire fait 10 ou 15, je ne sais plus maintenant. Donc, quand je suis sorti du bureau, très honnêtement, j'ai été sur Internet, j'ai essayé de savoir ce qui se passait, j'avais aucune information. J'ai été content quand le matin je me suis levé, non pas que me réveiller, parce que ça serait difficile de dire réveiller. J'ai regardé et j'ai vu que les indications donnaient que effectivement Nada était battu. Et c'est là que je voulais venir. 2 éléments importants de la vie quotidienne. L'après-midi, j'étais me promener avec une ancienne collègue de travail, qui est une jeune dame maintenant d'une quarantaine d'années, qui est célibataire, habillée, occidentalisée, etc., etc. Nous promenant dans la Médina, on entendait les réflexions, parce que je comprends l'arabe, qui disaient, celle-là, il n'y a pas de secret, elle a voté Nida Tounes. Parce qu'effectivement, voilà, on commence à catégoriser les gens, parce qu'elle est comme ça, Et le soir même, j'avais rendez-vous avec un copain, on devait manger dans la rue de Marseille, où sont les restaurants de Tunis et tout, où on sert de l'alcool, et il me dit, tu vois, il y a une semaine, il n'y avait pas le monde qu'il y a ce soir. Et je termine, quand je me suis embarqué, l'hôtesse de l'air me dit, ah, vous êtes journaliste, vous pensez quoi des élections en Tunisie? J'ai dit, écoutez, c'est plutôt à moi, vous demandez ce que vous en pensez. Et elle me dit, vous pouvez pas savoir ce que je suis contente. Et elle me dit, on a fait la fête, voilà. Et quand elle dit, on a fait la fête, ça montre quand même que l'expression et la liberté, le soulagement, voilà, et là, voilà, cette aspiration à la liberté, ce soulagement en se disant, l'aspiration à la liberté, on peut l'annoncer, ça c'est un élément important de la situation actuelle. D'abord, si vous me permettez, je vais faire un peu le point sur des trucs qu'il a parlé notre camarade, et sur l'histoire de la Nahda et la Tunisie et Ben Ali, juste pour conclusion, et que l'UJTT, les jeunes chômeurs et les pauvres ont fait la révolution en Tunisie, et la gauche. Après la Nahda, ils sont venus de l'exil, ils sont sortis de leur trou où ils étaient cachés comme des rats en Tunisie, je me permets de dire ça, et ils ont commencé à parler au nom de la révolution. Il y avait, je veux souligner, qu'il n'y avait aucun blessé et aucun mort de la Nahda, ni un islamiste, ni un barbu, durant la révolution tunisienne. Ça c'est clair. Et qu'ils sont des manipulateurs, qu'ils sont des voleurs, si je peux dire des révolutions, ça c'est évident. Donc, l'histoire de la Nahda, l'histoire de la Nahda en Tunisie, il n'était pas vraiment un parti politique. Ce n'est pas pour défendre Ben Ali, mais c'est la vérité. La Nahda, elle n'était pas vraiment un parti politique. C'est une secte religieuse. Et leur histoire en Tunisie, ça montre, ils ont utilisé l'acide sur les femmes, hein. Ils ont fait des explosions dans les hôtels de Sousse et de Monastir. D'accord? Le chef du groupe terroriste, c'était Hamadi Jbeli, qui était le premier ministre du premier gouvernement de la Nahda. D'accord? Ils ont attaqué les femmes qui avaient des pantalons avec des couteaux et tout ça. Ils ont fait ça aussi.
Et ils ont ils ont brûlé les gens vifs à Bebsoueka, des pauvres sojigates de l'RCD, tout simplement parce qu'ils travaillaient dans la maison de l'RCD à Bebsoueka, Tunis capitale. Ils étaient brûlés vifs. Donc ça c'est l'histoire de la Tunisie. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un parti politique. Et le problème avec Ben Ali, ce n'était pas parce qu'il voulait la nada. Elle n'a jamais lutté en Tunisie, ni pour la liberté des Tunisiens, ni pour la dignité des Tunisiens, ni pour le bien de la Tunisie. Elle a toujours lutté pour avoir le pouvoir, à tout prix, même avec la violence. Donc ça, il faut que vous le sachiez déjà. Je veux dire aussi à propos du Tartour. Notre camarade, il voulait que j'explique ce que ça veut dire Tartour. Tartour, c'est quelqu'un honnêtement, c'est un mercenaire, voilà. C'est un mercenaire, c'est un vendu. Quelqu'un qui fait le clown pour le compte des autres. C'est ça. Les Tunisiens, ils ont donné ce nom à M. Marzouki. Ce que moi, j'oserais dire un commerçant des droits de l'homme, d'accord? Et l'expérience qu'on a vécue avec lui vraiment comme président de la Tunisie, elle était très, très triste, malgré qu'il y a des gens qui continuaient à lui soutenir. Ils voulaient qu'il soit élu encore une fois, mais vraiment c'est triste, tout ce qu'on a vécu durant 3 ans, c'est triste. Et la preuve que M. Marzouki n'est pas honnête ni à la hauteur d'être président de la Tunisie, qu'il a reçu des terroristes au palais de Carthage. Les terroristes qu'ils ont tués, Chokri Belaïd, notamment Gadgadi, Kamel Gadgadi, qui était tué dans un raid à Rawed, ça fait quelques mois. Kamel Gadgadi, avant qu'il tue Chokri Belaïd, le principal suspecté d'assassiner Chokri Belaïd, l'avocat et le leader de gauche, il était reçu au palais de Carthage de la part de monsieur le président Marzouki, qui dit que c'est un défenseur des droits de l'homme, et moi je dis que c'est un commerçant des droits de l'homme. Après, il a reçu LNPR avant qu'elle soit reçue dernièrement de la part de Marzouki, qu'il le soutient, c'est une association criminelle qui dit qu'il défend la révolution, et ce n'est pas vrai, ils sont des mercenaires, des criminels et des extrémistes, des terroristes. Ils ont participé vivement à l'assassinat de Chokri Belaïd et de l'élu Mohamed Ibrahim, le leader de gauche. Et dernièrement, ils ont appelé librement à fusiler les syndicats de la police. Vous imaginez, M. Marzouki, il traite avec qui? D'accord? Et il a libéré 15 000 criminels des prisons de la Tunisie. Il avait appelé à pendre un journaliste qui avait dit du mal de lui, du Qatar. Tu te souviens de ça aussi? Oui, il a libéré aussi 15 000 criminels des prisons de la Tunisie. Il a vidé les prisons pour qu'il se venge bien du peuple tunisien. Il a dit qu'il est fier de ça. Vraiment, moi comme Tunisien, ça me fait la honte. Donc, dernier point que je veux expliquer est que la sécurité, l'armée et la police en Tunisie, il a permis aux Tunisiens d'accomplir leur devoir des citoyens et citoyennes libres. Ils ont fait de leur mieux. C'est un grand peuple, notre peuple tunisien. Il est digne de ce titre. Et grâce à l'armée, à notre grande armée et grands policiers, que les Tunisiens, ils ont été bien protégés. Ils ont fait leur devoir très bien et c'est très bien passé. Ce n'était pas malheureusement le cas à Marseille, ni à l'étranger généralement, puisque le trucage, il est commencé à supprimer plus de 60 000 seulement au sud de France. Des citoyens, l'unique problème qu'ils sont tous... Donc il y a un problème sur les listes électorales, c'est ça? Oui. Il y a 103 000 inscrits sur France Sud, 103 000. De 103 000, ils ont participé aux élections seulement 30 000, et plus de 60 000, ils ont été supprimés parce qu'ils sont tout simplement suspectés d'être des progressistes ou anti-nada. D'accord?
Ça c'est clair, ils ont les reçus. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme preuve par rapport? J'ai des vidéos, j'ai tout le matériel. Non, d'accord, ça on a vu les incidents. Ils ont des reçus, ils sont bien inscrits, ils ont des reçus, mais ils ne se trouvent pas sur l'ordinateur. Il était supprimé volontairement pour falsifier les élections en faveur des extrémistes. Et ils ont réussi. En plus, ce qui est... Combien il y a d'élus pour aller en France? 2, sur France Sud, 2. Au total 3, puisqu'il y en a une 4, dans le Nord. je crois. Une dans le Nord, il n'y en a qu'une, je crois. 3 au total. Mais, honnêtement, si les 60 000 citoyens ont pu voter, elle devait avoir un 0, à nada. Mais malheureusement, ça ne passe pas comme ça. En plus, ils ont... Les Tunisiens qui sont en France sont plutôt progressistes. Oui, la majorité... Les réfugiés en France sont pour des raisons politiques. La majorité, ils sont des progressistes. Ils se sont réveillés sur la vérité et la réalité de la Nahda après qu'ils ont été manipulés les dernières élections de 2011. Tout le monde parlait des gens du Dieu, au nom du Dieu, qui vont faire du bien aux Tunisiens, qui sont corrects, qui sont ça. Après tout ce qui s'est passé avec Ben Ali, les gens, ils étaient un peu, soi-disant, ils n'ont pas d'expérience politique. On doit dire ça aussi. Les Tunisiens, ils étaient un peu perdus. Et donc, ils ont voté avec leur foi et ils croyaient qu'ils vont être vraiment les meilleurs. Et l'expérience de 3 ans, on a vécu des assassinats politiques jamais vus en Tunisie. On a vu l'ère des violences. On a vu en 3 ans, la Tunisie elle est devenue le premier exportateur des extrémistes et des terroristes dans le monde entier. 3000 sont partis en Tunisie, en Syrie. 3000. Le premier, c'est certifié. C'est certifié. Le premier exportateur des terroristes dans le monde entier est la Tunisie. En 3 ans, vous imaginez s'il gagne pour 5 ans? Pour illustrer ce que dit un camarade, dans le quartier où je vis, je le dis comme ça, parce que c'est chez moi maintenant, je le dis comme ça, tant pis, une voisine, lorsque je l'avais vue l'année dernière, elle m'avait longuement parlé de son neveu qui s'était fait embrigader et qui était parti en Syrie. Et là, quand j'y étais, elle m'a annoncé qu'il avait été tué en Syrie. Voilà. Et dans le quartier qui est en dessous donc, de l'endroit où je vous parle, qui est le quartier qu'on appelle du Bosville, les salafistes ont recruté 30 à 40 jeunes qu'ils ont envoyés en Syrie. Voilà. Donc, et c'est pas un hasard si après, à la fin, le résultat dans ce bureau de vote est celui que je vous ai donné, parce qu'il y a la main dans la main, nada, on travaille avec les salafistes. Oui. C'est leurs hommes de main. Voilà. Ici à Marseille, je me suis intervenue le vendredi matin. J'ai appelé les journalistes, ils sont venus. Je veux profiter de l'occasion pour les remercier, France 3, l'unique, parce que les autres, ils ont refusé de filmer tout ce qui s'est passé dans et hors le consulat tunisien. Et pour des motifs qu'on le connaît très bien. C'est clair qu'il y a une force internationale que je ne veux pas faire des noms, mais nous, on le connaît, qu'ils ont soutenu les islamistes jusqu'au bout et les extrémistes jusqu'au bout. Leur objectif, probablement, est qu'ils tuent le maximum des Tunisiens et qu'ils gâchent notre pays, comme ils ont fait déjà en Syrie, en Libye et partout. Et en Algérie dans les années 90. Donc ici, ce n'est pas un problème de l'islam ou de religion, c'est un problème beaucoup plus compliqué que ça. Alors justement, Attends, juste un chiffre, parce qu'il faut donner. Le chiffre est qu'en France, on estime à 1000, entre 900 et 1000 les jeunes qui sont partis en Syrie. On est quand même 66 millions d'habitants en France. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais je donne les chiffres. 66 millions. En Tunisie, il y a 12 millions d'habitants et 3000. Donc le retour ne sera pas sans poser problème, parce que moi je ne suis pas pour la peine de mort, donc je veux dire, les 3000, ils ne vont pas tous être tués de toute façon, hein, et donc ça va poser des sacrés problèmes de réinsertion. C'est clair. Moi j'ai conclu tout ce qui s'est passé après les élections ici à Marseille, tout ce que j'ai vécu personnellement. Il y avait de l'oppression et de la répression sur les citoyens qui ont manifesté leur malcontent puisqu'ils ne pouvaient pas voter grâce à l'IRI.
Et donc, on a subi une vraie répression des milices islamistes et il y a une présence notamment du LNPR. LNPR, c'est une association criminelle qui était dissolue en Tunisie par un tribunal tunisien et qui a participé à l'assassinat de Chokri Belaid de Mohamed El Brahmi, l'ex-élu. Donc, il y avait une présence du LNPR, il y avait aussi une présence des salafistes dans le consulat et hors le consulat. Moi, j'ai fait un scandale vendredi matin et j'ai appelé les responsables du consulat, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères et j'ai appelé la police et les journalistes pour voir tout ce que s'est passé dedans. La Nahda, elle a amené des salafistes et j'accuse et je le dis et j'assume ma responsabilité. Ils sont venus pour nous massacrer en cas où, d'accord? Et l'IRI, elle était totalement infiltrée par des islamistes. Donc, ce n'était pas une élection. Et pour ça que je regrette qu'on n'a pas ni armée ni police ici, mais on était vraiment délaissés pour nous-mêmes. Avec une phrase, nous, on a gagné en Tunisie, eux, ils ont gagné ici. Je vais non pas sortir un joker, c'est que je sais que les camarades du Front Populaire ont eu beaucoup de difficultés. Il y en a une qui est très simple, c'est que c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire de toute façon étranger et qu'y compris pour ce qu'on va appeler la propagande électorale, on ne bénéficie pas des mêmes droits, des mêmes facilités que si c'est des élections de Français pour les Français, pour être clair. Donc en termes de pression qu'ils peuvent avoir, ils ont des difficultés. Que le coup de main que nous, camarades français, on peut leur apporter, il peut être instrumentalisé contre eux. C'est-à-dire en disant, vous voyez bien que ces gens-là, c'est pas des... Ils sont la France. Ils sont des... Voilà. Donc, ceci étant, à un moment donné, ils ont eu besoin d'un coup de main. Bon, Gauche Unitaire, c'est pas une très grosse organisation. Donc, on a physiquement pas pu assurer ce qu'on aurait... Non, mais... Voilà. Peu importe, ceci dit, on s'est tourné vers les camarades du Parti communiste, auxquels je rends hommage, et il y a eu une bonne réponse des camarades du Parti communiste qui ont assuré, qui sont venus donner un coup de main, je sais, et qui m'ont dit, de toute façon, Henri, on est prévenu un peu au dernier moment, mais dans d'autres situations, ce qu'on appelle nous l'internationalisme prolétarien, comme on disait dans le temps, ça existe encore et c'est fortement implanté. Bon, et je pense que les camarades du Front Populaire, je leur dis, puisqu'on est... Et ils doivent aujourd'hui aussi se positionner comme ça. Parce que ce ne sont pas les autorités françaises qui, à mon avis, vont jouer un rôle très actif là-dedans. Elles répondront quand on va les interpeller, s'il y a des trop gros scandales, etc. Mais de manière, on va dire élémentaire, elles n'iront pas comme ça. Donc la campagne pour eux a été très difficile. Et pour répondre à ta question et faire la transition, moi je crois que Nahda a été dans les endroits où elle a un impact, parce qu'en France, on tombe dans les débats franco-français, c'est-à-dire les Tunisiens, comme beaucoup de gens issus d'immigration pouvant être victimes de racisme, on va alimenter, s'appuyer sur ce terreau-là, qui est effectivement la victimisation qu'on va en faire, pour dire, vous voyez, pour vous la solution, c'est l'affirmation de votre identité, de Patankoufa, etc., etc. D'où, à mon avis, un angle d'entrée que les camarades du Front Populaire ont beaucoup de difficultés pour contrecarrer. Et le fait de prendre en main ces populations-là, c'est s'assurer à terme, je veux dire, un contrôle de l'immigration. Et qui dit contrôle de l'immigration. Je veux insister sur le fait que les Français, ils ne sont pas intervenus. Vraiment, on est très déçus. Moi, personnellement, je suis très déçue. J'ai vu qu'ils n'ont pas peut-être les moyens. Sur un territoire français, il y a des citoyens tunisiens résidant en France quand même, qui ont des droits et des devoirs. Ils ont été maltraités et délaissés pour leur sorte. C'était vraiment... Une plainte a été déposée? Oui, deux plaintes. J'ai déposé 2 plaintes parce que je veux que le procureur de la République ou le juge d'instruction il ouvre une enquête. Vous pouvez imaginer, moi je veux pas je veux pas exagérer, mais vous pouvez imaginer devant les caméras du M6 et devant le commandant de Noailles et des policiers du CRS et tout ça,
et tous les citoyens, un partisan de la Nahda, il a essayé de m'agresser avec d'autres amis, plusieurs partisans de la Nahda, un particulièrement parmi eux, il était très agressif, il voulait m'agresser, il m'a agressé verbalement en m'accusant d'être l'ennemi de l'islam. C'est l'étiquette qui est toujours prête pour tous les opposants de la Nahda. Chaque fois, c'est un athée, c'est une athée, c'est un ennemi de l'islam, et vous êtes en train de salir l'islam, il m'a accusé. Après, il a crié « Je suis terroriste et fier de l'être ». Sur ce que tu évoquais, Étienne, je ne pense pas l'avoir dit, moi je partage le point de vue, peut-être pas dans les détails que tu évoques, mais je citais tout à l'heure un ouvrage que je conseille à tout le monde de lire, de Sophie Bessis, qui est tunisienne d'origine, puisque son père a été ministre dans les premiers gouvernements de Bourguiba, qui s'appelle La double impasse, où effectivement elle explique et elle démontre très bien comment effectivement la déification du tout marché d'un côté et le fondamentalisme religieux se conjuguent en fait contre les intérêts des populations qu'elles divisent. Parce que effectivement, ce que tu évoques par rapport à la situation française, c'est que avant, moi je le dis bien dans ces termes-là, avant d'être tunisien ou français, on est d'abord des exploités, souvent du système. Et que ce qui nous réunit, c'est cette exploitation-là contre laquelle on doit se battre. Et ça, c'est l'élément essentiel. Et c'est comme ça qu'on va construire des valeurs universelles. Sauf que les fondamentalistes, qu'est-ce qu'ils ont réussi à imposer dans le discours dominant? C'est que cette demande, cette soif d'universel, ils veulent la réduire à de l'uniformité, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on nous voit tous les deux, on n'a rien de semblable. Déjà, c'est une femme, moi je suis un homme, mais après, sur notre aspect, on a nos différences. Mais pour autant, dans le combat commun, on a ce qui nous rassemble vers l'universalisme. Et ça, c'est un élément qu'un certain nombre, y compris d'intellectuels français, que tu as cités, mettent en place pour diviser la classe des opprimés, des exploités, etc. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience et plus se laisser berner, parce que l'expérience tunisienne est en train de nous montrer que ce qui est chaque fois au centre de la question, c'est la question sociale, qui réunit les gens, qui peut leur permettre à nouveau d'aller vers un universel commun, un universel qui est celui qu'on construira ensemble, non pas en cultivant nos différences, mais en apprenant à vivre ensemble avec nos différences et en mettant au centre de ce qui nous unit le partage, l'égalité de droits, etc. La situation, je crois que la question a été posée sur quel programme va se mettre en œuvre. Cette question étant posée, on se rend compte que les partis donc, qui ont fait les scores les plus importants, donc Nida, Tounes et Nahda, leur programme politique, ils se sont bien gardés de l'exposer, parce que leur programme politique est un programme auquel ils vont demander aux Tunisiens de faire des sacrifices et de faire encore des sacrifices et de subir les contre-effets. J'ai vu un média tunisien qui avait même demandé son avis à monsieur l'ancien directeur du FMI. Monsieur Strauss-Kahn. Du corps des femmes contre argent. Non, mais pour les gens qui ont lu la Marseillaise, bon, il y a aujourd'hui un taux de chômage de 15,3% en Tunisie, ce qui est quand même énorme. Alors les solidarités familiales, elles jouent d'une certaine manière beaucoup plus là-bas qu'en France, hein, puisqu'on est dans un autre type de truc. L'inflation, bon, le SMIC tunisien, il est à 350 dinars. 350 dinars le SMIC tunisien. Donc ce qui veut dire en euros, c'est un peu moins de la moitié. C'est-à-dire que ça doit faire de l'ordre de 140 euros. Et donc quand le kilo de viande est à 22 dinars, c'est-à-dire un peu moins de 11 euros, vous imaginez quand le kilo de viande est à 22 dinars et qu'on en gagne avec le SMIC 350, ce que ça peut faire. Bon, il faut toujours aussi, c'est là où ça peut paraître anecdotique, mais moi je me souviens, pour y avoir vécu, en 95-96, j'allais dans un restaurant sur l'avenue Bourguiba, je payais 3,50 € un repas assez conséquent. Et donc aujourd'hui, 3,50 dinars le repas, c'était donc dans les années 98. Aujourd'hui, dans le même restaurant, c'est 9,50. C'est-à-dire c'est plus que 3 fois plus, sauf qu'entre-temps, le SMIC, il n'a pas augmenté 3 fois plus.
Le SMIC, il a à peine été doublé. Et le résultat en Tunisie, comme me dit ma camarade, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 millions de pauvres en Tunisie. 4 millions de pauvres sur une population de 12 millions d'habitants. En 3 ans. Voilà. En 3 ans, ils se sont redoublés. Voilà. Donc ça a doublé, hein, ça a doublé en 3 ans le nombre de pauvres en Tunisie. Voilà. Donc il y a une situation catastrophique. Catastrophique. Et à mon avis, l'enjeu de l'après-électoral, ça sera la bataille sociale qui va se mener. Et là-dessus, je me répète, les députés du Front populaire doivent avoir un rôle tout à fait important. Bon, moi je ne suis pas à l'intérieur du Front populaire, la dernière fois que je les ai rencontrés. Je veux dire, comment est-ce que ça se présente? Est-ce que, par exemple, le Front populaire, s'il y a des concessions dans le social, je comprends, est-ce que ces 16 députés vont voter avec les 81 de Nida Tounes ou qui va s'allier avec Nida Tounes pour gouverner? Bon, moi, à mon avis, ce qui paraît clair pour le Front populaire, mais ma camarade confirmera, c'est qu'il est hors de question pour le Front populaire de rentrer dans un gouvernement d'union nationale, surtout s'il y a Hennada. Bon, ça c'est absolument, c'est sûr. Donc là-dessus, pas de secret. Rentrer dans un gouvernement avec Nida Tounes, je pense qu'ils ne franchiront pas ce pas, parce que de toute façon, ils savent très bien que le programme de Nida Tounes, c'est pas leur programme, et que donc, vu que c'est pas leur programme, je vois pas pourquoi ils feraient maintenant une alliance qu'ils n'ont pas fait. Voilà. S'il y aura une alliance entre Nida Tounes et le Front populaire, c'est obligé. Pour que Nida Tounes, il ne fait pas une alliance avec la Nahda. On serait obligé de faire ça. Moi, je ne peux pas décider sur ce sujet, mais je crois comme une simple citoyenne. Et je veux souligner aussi que la moitié de Nida Tounes, ils sont des démocrates, ils viennent de gauche. Oui. Donc il y a un débat, ils sont quand même 11 organisations à l'intérieur du Front populaire. Bon, donc les discussions sont en train d'avoir lieu en ce moment. Moi je pense... à l'intérieur du Front populaire, ils sont 11 organisations. Bon, donc, à l'intérieur du Front populaire. C'est 11 organisations. 29 partis. Voilà, 11 organisations. Pourquoi une telle atomisation Mais parce que c'est lié à l'histoire, d'une part. Comment dire, il faut... Brièvement, il faut refaire rapidement. On est parti d'un parti. Il y avait un parti unique, les Destouriens, qui après a donné le RCD, avec un espèce de pluripartisme un peu compliqué, et surtout des courants ou issus des communistes qui avaient été largement réprimés dans les années 70. Hein. Bon, je rends hommage là-dessus à des camarades de la gauche et de l'extrême gauche. Bon, je veux dire, moi, un de mes amis très intime en Tunisie, va reconnaître le nom, c'est un Tunisien qui s'appelle Gilbert Nakache, du groupe Perspective. Bon, donc c'est des gens qui ont été réprimés, qui ont été battus. Gilbert, il a fait quasiment 20 années de prison à l'époque Bourguiba déjà. Donc on va dire l'histoire du pluralisme politique en Tunisie, tout éclatant, je veux dire, il y a les ambitions d'ego, il y a les histoires, etc., qui rendent compliquée la recomposition. Et puis, si par exemple je dis ici à cette radio que dans les 11 partis, il y a 2 partis basques, il y a le pro-syrien et il y a le pro-irakien, je veux dire, on va rentrer dans des débats compliqués, mais je veux dire, c'est la réalité avec laquelle il faut faire dans les endroits où on est, et on va voir comment on fait. Moi, je veux dire, pour nous, du Front de gauche en France, on a quand même des leçons aussi à recevoir de ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai fait campagne, quand je dis j'ai fait campagne, parce qu'ils me l'ont demandé, parce que c'était intéressant que je raconte après, je veux dire, moi, j'ai été faire campagne dans des quartiers avec des jeunes. Je veux dire, j'ai vu plus de jeunes dans la campagne électorale lors du temps que j'y ai passé, que ce que j'ai vu de jeunes en France, par exemple, quand j'ai mené les campagnes politiques que j'ai menées pour les européennes. Et les jeunes, les réseaux sociaux, tout ça, ça marche intensément. Il y a aujourd'hui une recomposition qui se fait. Pour revenir à la question, moi je pense que, vu que personne n'a la majorité absolue dans la Chambre, sur les mesures économiques, prenons un exemple, si Nida Tounes, qui occupe la majorité et qui occupera la majorité du gouvernement, propose par exemple une augmentation du SMIC, un accord avec ce que propose l'UGTT, etc., il est évident qu'il n'y a aucune raison que le Front populaire ne vote pas pour. Voilà. Bon, maintenant, je suppose que si Nida Tounes propose la privatisation des chemins de fer ou des PTT, etc., ils voteront contre. Donc je crois qu'on va rentrer, ce que je dis, tout ça va être lié à les propositions faites,
les contre-propositions faites, et je répète, un camarade comme Fecci, qui connaît bien la question de la dette, etc., qui est quelqu'un qui, sur le plan économique, est en capacité de donner des contre-propositions, va jouer un rôle actif. Et après, pour rendre hommage, Mbarka Brahmi, qui vient d'être élu député, comme dit... qui est la veuve de Mohamed Brahmi.